Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Criée. Il y a tout juste 2 ans, cette même séance des rencontres d'Averroès du samedi était annulée en raison de la clôture de toutes les manifestations et bâtiments publics au lendemain des attaques du 13 novembre. Il y a tout juste 2 ans aussi, un même samedi de la mi-novembre 2015, l'état d'urgence entré en vigueur en France, avec dans son sillage toute une série de questions et de controverses sur l'équilibre délicat entre sécurité et liberté, qui ne va sans doute pas s'arrêter avec la fin de cet état d'urgence qui a eu lieu le 1er novembre dernier, même si certains considèrent qu'il est simplement entré dans la loi commune. Et il y a donc tout juste 2 ans, ceux qui pouvaient encore naïvement croire que le bien nommé Proche-Orient, que ce qui se passait au Proche-Orient n'aurait pas d'effet en France, cette croyance naïve achevait de se dissiper au moment où la France se réveillait en deuil et en se demandant si elle avait été attaquée pour ce qu'elle faisait, pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle est. D'où cette volonté de réfléchir, 2 ans après, dans le cadre de ces rencontres d'Averroès consacrées au chemin de la liberté, à ce qu'on peut défendre et ce qu'il peut rester de liberté face à la terreur, en compagnie de 4 invités qui nous permettront de confronter différents terrains, la France, la Syrie, l'Irak, la Libye, et de voir comment ils peuvent résonner, s'alimenter et circuler d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Je vous présente du coup mes 4 invités, en commençant, une fois n'est pas coutume, par la droite. Loulou Al-Rachid, bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Irak, vous avez toujours évolué à cheval entre le monde de l'université et le monde du conseil et de l'expertise. Vous avez récemment posé vos valises au Liban, à Beyrouth, à l'université américaine, on peut le dire, même si le contrat n'est pas signé. Je pense qu'après cette conférence, il sera signé tout de suite. Ou pas. En tout cas, il se passera quelque chose. À vos côtés, Ali Atassi, bonjour. Vous avez également atterri à Marseille depuis Beyrouth. Vous êtes journaliste, réalisateur syrien, notamment l'auteur du film Notre terrible pays, qui sera diffusé ce soir pour ceux qui assisteront à la soirée consacrée à la Syrie, des images face aux clichés. Nora Lafi, à ma gauche maintenant, bonjour. Alors vous nous venez de Berlin en passant par Chypre. Vous êtes historienne, chercheuse au Centrum Moderner Orient à Berlin, spécialiste de l'Empire ottoman, mais notamment de la Libye. Et enfin, pour finir ce tour de table, Christian Vigourou. Alors vous venez de Paris par TGV, c'est moins original. Bonjour. Bonjour. Mais moi-même, c'est mon cas. Vous êtes présenté dans le programme des rencontres d'Averroès comme haut fonctionnaire, mais vous m'avez fait remarquer qu'il n'y a pas de bas fonctionnaire. Donc, je vais vous quand même préciser que vous êtes fonctionnaire, mais que vous avez été directeur de cabinet de 2 gardes des Sceaux et 2 ministres de l'Intérieur. Je vous laisserai deviner lesquels, à partir de ce que dira Christian Vigourou. Vous êtes également présenté dans ces rencontres d'Averroès comme président de la section de l'Intérieur au Conseil d'État, mais vous avez été frappé par la terrible limite d'âge, donc ce n'est plus le cas. Et vous avez, contrairement à d'autres, respecté cette règle, ce qu'on pouvait attendre d'un enseignant et juriste qui vient de publier chez Odile Jacob un livre qui s'intitule « Du juste exercice de la force », dont il sera sans doute question pendant donc cette heure et quart qu'on va d'abord des grosses heures, disons, qu'on va faire tous les 4-5 en m'incluant, et ensuite on vous donnera la parole pour une série de questions, et après il y aura aussi une séance de signature dans le hall du Théâtre de la Criée. Alors peut-être une question liminaire, la même pour tous les 4. Comment est-ce que vous comprenez donc l'intitulé de cette table ronde, à savoir quelle liberté face à la terreur, dont je précise qu'elle succède à une table ronde, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui était intitulée quelle liberté face au sacré, et qu'elle précède une table ronde quelle liberté face au pouvoir autoritaire. Est-ce que vous la comprenez comme autre chose que comment agir et réagir face au terrorisme? Est-ce que terreur et terrorisme, c'est la même chose? Je reprends mon tour de table. Loulou Al-Rachid. Bonjour à tous. J'avoue que je comprends difficilement l'intitulé, et je pense que la vraie matière du débat est là. On a effectivement un problème de désignation, un problème de mots. On a du mal à qualifier cette réalité, ce phénomène, y compris d'ailleurs du point de vue juridique, du point de vue du droit, mais je laisserai à monsieur Vigourou le soin d'en parler. La terreur, pour moi, renvoie à la Révolution française,
renvoie à une forme d'action violente pour changer un ordre social, pour lui substituer un autre qu'on imagine être plus juste et qu'on imagine être plus idéal. Donc pour moi, c'est cette dimension-là qu'il convient d'intégrer dans la lecture et dans l'analyse qu'on a du phénomène de l'État islamique et des phénomènes qui l'ont précédé, parce qu'il s'inscrit dans une longue généalogie, celle du djihad, qui effectivement a fait éruption dans notre quotidien à partir du 11 septembre. Mais je dirais qu'il y a vraiment un problème de désignation, un problème de qualification. Je dirais peut-être, puisque je suis politologue de formation, je dirais que pour moi, j'y vois certainement beaucoup plus un phénomène qui pourrait s'apparenter à ce que Bourdieu appelait une guerre sociologique. Pour moi, le phénomène terroriste ou la terreur est un habillage pour des antagonismes profonds liés à des sociétés, non seulement les sociétés dont on parle, les sociétés du Proche-Orient, mais aussi notre société ici et maintenant. Donc pour moi, il y va beaucoup plus de dysfonctionnement de l'ordre social, de l'ordre politique et de l'ordre économique. Ce sont des antagonismes qu'il convient d'analyser un peu plus finement et de ne pas, je dirais, les mettre dans cette catégorie attrape-tout de terrorisme. Il faut être attentif quand on regarde les régions qui ont basculé avec l'État islamique ou qui sont tombés sous l'emprise de l'État islamique et les régions qui sont restées à l'écart. Souvent, il y a quelques kilomètres qui les séparent. Un village est tombé entre les mains de l'État islamique, un autre est resté en dehors et a rejoint la coalition internationale contre le terrorisme. Pourquoi ? Il y va d'antagonismes anciens, souvent. Ce sont des antagonismes de classe, ce sont aussi les dysfonctionnements liés à cet État proche-oriental qui n'a pas su intégrer ces populations, qui a laissé des marges à l'abandon, notamment les marges rurales, les campagnes. C'est aussi le problème de l'ordre urbain qui n'a pas su intégrer ces flots de jeunes arrivés qui ont quitté les campagnes parce qu'il n'y a plus de moyens de subsistance dans ces régions-là. Donc il faut être attentif, il faut replacer le sociologique au cœur de l'analyse et ne pas se contenter simplement de ce paradigme de la guerre contre le terrorisme où il n'est question que d'éradication, d'extermination des terroristes, il n'est question que de victoire, que de reconquête et que de points marqués dans cette guerre qui pour moi est loin d'être terminée. Voilà. Merci. Ali Atassi, même question. Comment est-ce que vous entendez ça et notamment l'articulation entre terreur et terrorisme ? Merci. Je pense que ça me rassure de voir que face au mot terreur et terrorisme, ça me rassure de voir que dans le titre, face au mot terrorisme et terreur, il y a liberté. Sans parler maintenant de la série, parce qu'on va revenir sur ça, je pense plus de liberté ne peut que faire face au terrorisme et faire face aux terreurs. Et plus de sécurité et de restriction de liberté ne peut pas, à mon avis, que encourager les terroristes, c'est-à-dire dans l'absence de liberté, et surtout dans des régions comme la nôtre, c'est vraiment le meilleur atmosphère, climat pour les terroristes, pour le terrorisme de se développer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Nora ? Alors moi, en tant qu'historienne, je vais me placer plutôt beaucoup plus sur des considérations géopolitiques. Toutes ces guerres qu'il y a aujourd'hui appartenaient à l'Empire ottoman. Et lors de la chute de l'Empire ottoman, et les périodes coloniales et les indépendances et la guerre froide sont aussi nos réponses pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas du terrorisme dans un monde neutre. Il y a des guerres qui se déclarent et des réactions à ces guerres. Et donc, je voudrais juste mentionner que ces considérations géopolitiques sont extrêmement importantes et que nous devrions réfléchir sur l'instrumentalisation de ces, justement, géopolitiques, l'instrumentalisation de ces guerres.
Et on n'est pas rentré en 2011 dans la terreur parce qu'il y a eu des attentats à New York, on n'est pas rentré dans la terreur parce qu'il y a eu des attentats à Paris. On est rentré effectivement on n'est pas rentré, on était déjà dans un monde qui était déjà organisé dans la guerre froide, et on a un petit peu ce réceptacle qui continue. Et donc les engagements de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, dans des guerres au Moyen-Orient et en Libye, sont aussi la conséquence de cette géostratégie de la guerre froide. Les États-Unis qui combattent la Russie, qui forment des djihadistes, ils les forment pour pouvoir attaquer les frontières russes, sans prendre en compte que ces djihadistes, lorsqu'ils sont formés et armés, agissent ensuite pour leur propre compte et avec des buts qui sont différents de ceux qui au départ étaient justement attaquer les frontières russes. Et la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen sont des anciens pays qui appartenaient à ce bloc dit socialiste et qui en fait, au moment des printemps arabes, ont été des pays cibles pour pouvoir enfin gagner sur les influences russes. Et donc les printemps arabes sont à lire aussi dans cette géostratégie qui est instrumentalisée et qu'on a du mal à comprendre quand les actes tragiques agissent à New York, à Paris. C'est aussi le résultat des attaques militaires que mènent les États-Unis avec le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la coalition dont fait partie la France. Et je pense que la liberté de chacun, c'est de savoir aussi que nous appartenons à des géostratégies qu'il ne faut absolument pas oublier, et que et que cette géostratégie fait partie de notre quotidien et de la terreur qu'elle implique. Donc quand la France s'engage avec la Grande-Bretagne et les États-Unis à bombarder la Libye, alors que c'était contre le droit international, pour la première fois de l'histoire de la région, les Russes n'ont pas posé un veto aux Nations Unies pour qu'il y ait un no-fly zone en Libye, pour pas que Kadhafi bombarde sa population. En fait, la Libye était encore sous cette influence socialiste russe. Les États-Unis, avec la France, ont engagé une guerre, mais qui n'était pas légale, parce que le no-fly zone ne voulait pas dire bombarder. Et donc, à partir de là, les Russes ont réagi de manière extrêmement violente en disant, avec l'Ukraine, avec la Syrie, nous sommes là, nous bombardons, ce sont nos frontières, et c'est la raison pour laquelle il y a ces djihadistes qui sont instrumentalisés, que l'on croit contrôler, mais qu'on ne contrôle plus. Donc je pense que la géostratégie est un des points qu'il faut absolument prendre en compte, et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui discuter avec vous. Merci beaucoup, Nora Laffi. Christian Vigouroux a amené l'ensemble de son bureau là, sur cette table, donc il faut approcher un peu le micro pour répondre à ma question initiale. J'ai emmené juste un échantillon de ce que j'amène d'habitude. Puisque vous m'avez présenté comme un fonctionnaire, c'est normal que je sois bureaucrate. Je crois que liberté et terreur, pour moi, je sors d'abord liberté et terreur d'État. Je suis tout à fait prêt à l'aborder, mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en France dans une terreur d'État. Ça peut arriver, il faut en parler très sérieusement, c'est arrivé dans l'histoire et ça pose un tas de problèmes particuliers. Mais pourquoi on n'est pas dans la terreur d'État? Parce qu'en France, on ne disparaît pas, ou rarement, c'est arrivé, enfin rarement. Deuxièmement, on peut contredire. Et troisièmement, il y a une opinion. Nous sommes ensemble témoins de ce débat qui montre qu'on est dans un État relativement démocratique. Mais ça n'empêche qu'il faut s'interroger sur le rapport de liberté et terreur. La terreur, quand vous regardez le dictionnaire de Letellier de 1827,
qui est une de mes références, vous trouvez, et c'est une gifle pour un Français, terreur, système, régime de la terreur qui a eu lieu en France de 1793 à 1794. Je pense qu'on est un des rares pays où la terreur, c'est un régime politique. Il faut quand même le noter. Alors, je préfère, dictionnaire pour dictionnaire, la définition du dictionnaire général et curieux de César de Rochefort, 1685, la terreur n'avait pas eu lieu, qui est une autre de mes références, qui est tout à fait passionnante. Terreur, vaine frayeur. Vaine frayeur, trouble d'esprit qui excite l'appréhension. Et là, on a compris le terrorisme. C'est une vaine frayeur. L'État démocratique, l'État populaire porté par ses citoyens a une frayeur. Moi, je suis effrayé quand on me dit que le métro va sauter, mais le citoyen se reprend et dit une vaine frayeur. C'est ce mécanisme, et ce mécanisme, j'en trouve l'explication dans mon petit livre rouge que j'ai toujours sur moi, qui tient en peu de temps. La garantie des droits de l'homme nécessite une force publique. Une force publique, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Qui dit force publique dit, article suivant, une contribution pour payer la force publique. Qui dit contribution, article suivant, dit il faut des représentants, on invente le Parlement pour voter la contribution publique. Et qui dit Parlement dit on contrôle le gouvernement, on lui demande des comptes, on lui demande pourquoi il va frapper en Syrie et comment et pendant combien de temps, etc. Donc je suis pour tous les jours se battre pour que le terrorisme ne produise qu'une vaine frayeur, livre rouge en main. Ça pose plusieurs interrogations, à la fois par rapport à ce que vous dites sur le fait qu'on ne peut pas mettre un signe égal entre terreur et terrorisme, et en montrant, comme vous l'avez fait Nora ou Louloua, qu'il y a une généalogie de la terreur, enfin de la violence en tout cas. Est-ce que cette généalogie, elle nous permet justement de la maintenir, enfin de la contrôler, cette terreur, parce que à chaque fois, on voit bien que si elle ne vient pas de nulle part, mais on a l'impression que même quand on a ce savoir, on ne sait pas quoi faire par rapport à justement ce que disait Christian Vouroux, c'est-à-dire introduire la force et la force juste qui irait entre la liberté et la terreur. Enfin, vous, à partir de le cas irakien est particulièrement sensible là-dessus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on nous dit bah oui, mais cette violence, elle vient d'encore plus loin, elle vient de la manière dont les sunnites ont été maltraités, elle vient et ça vient elle-même de la manière dont sous le mandat certaines populations ont été marginalisées. Voilà, est-ce que cette généalogie est à la fois utile pour ne pas simplement avoir l'idée que voilà, il y a une grande violence à laquelle on ne comprend rien. On peut la comprendre, la violence et la terreur, mais qu'est-ce qu'on fait de ce savoir généalogique? Alors, bon, je crois qu'on est... Je suis un peu embêtée. Effectivement, on peut retracer cette généalogie de la violence en Irak, et les historiens de l'Irak contemporain le font très bien. On essaye d'expliquer la violence d'aujourd'hui par l'état originel, en fait, ou les défauts de naissance de l'État irakien tel qu'il a été créé dans les années 1920 par la puissance mandataire britannique, c'est-à-dire le fait d'avoir instauré un ordre politique qui a entre guillemets donné le pouvoir aux sunnites au détriment ou aux dépens de la majorité démographique de l'époque, la majorité chiite, et aux dépens de la minorité kurde. Et on considère que finalement les convulsions politiques de l'Irak contemporain depuis les années 20 ne sont que la traduction de ces défauts de naissance, de cet art originel. On a refait le même exercice à partir de 2003 par rapport à l'ingénierie politique des États-Unis, c'est-à-dire une invasion, une occupation militaire sans précédent, et une volonté de remodeler le système politique irakien pour justement corriger l'état originel de cette entité irakienne. Les Américains, en 2003, sont arrivés avec l'envie de faire table rase du passé. Ils ont voulu corriger les injustices de départ. Ils ont consacré le principe du pouvoir majoritaire des chiites, et
essayer de préserver, de donner des garanties aux Kurdes en leur conférant le statut d'entité fédérée au sein de cet Irak qu'ils ont voulu créer. Évidemment, cela s'est traduit par un bouleversement total des hiérarchies identitaires au sein de la société irakienne. Les Arabes sunnites se sont vus relégués au statut, après avoir été, je dirais, après s'être identifié en fait à cet État irakien, à son militarisme, à ses ambitions de puissance régionale, ils se sont retrouvés dans un statut de minorité et ils l'ont effectivement très mal pris. Ils ont immédiatement pris les armes à partir de l'été 2003. Ils ont commencé une insurrection armée qui au départ n'avait rien d'islamiste ou de djihadiste, mais qui, au fur et à mesure, tout au long des années, et du durcissement de l'occupation américaine, et aussi de l'intransigeance sectaire des autres, notamment des chiites, cette insurrection armée a revêtu un habillage djihadiste. Et je dirais que ça a été un puissant ressort de mobilisation. Tant qu'ils se révoltaient en tant que sunnites, passés du statut de dominant à celui de dominé, finalement, la révolte n'a pas pris. Elle a juste mobilisé les anciens du régime de Saddam Hussein, notamment la caste des militaires et des officiers de l'appareil de sécurité. Mais à partir du moment où elle a eu cet habillage djihadiste, où elle a eu aussi des renforts venus de l'étranger, notamment des renforts de djihadistes rapatriés d'Afghanistan et qui dans les années 90 étaient un peu au chômage technique dans tout cet espace levantin. À partir de 2003, ils vont se projeter sur la scène irakienne et donner une puissance et un ressort de mobilisation à l'insurrection armée. Et petit à petit, on va arriver en 2013-2014 à l'irruption de cet État islamique. Mais encore une fois, c'est un peu simpliste. La généalogie, elle explique des choses, mais elle n'explique pas tout. Et là encore, j'insiste sur les dysfonctionnements de l'ordre politique, sur son incapacité à intégrer des populations, sur son incapacité en fait à fonctionner correctement, à fournir les services de base, les services élémentaires, à fournir de l'électricité, de l'eau, à donner le sentiment aux populations des régions les plus reculées qu'elles ne sont pas discriminées, qu'elles ne sont pas vouées à une marginalisation perpétuelle. C'est de là que vient le problème. Je pense que il aurait été possible d'intégrer les sunnites si les Américains n'étaient pas venus en tête avec une envie de vengeance, en fait, de venger les minoritaires ou les dominés, c'est-à-dire les chiites et les kurdes. Si en 2003, on n'avait pas pratiqué une politique d'éradication, le mot a été utilisé, d'éradication du Baas, c'était d'une violence extrême. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui encore, face à Daesh, on ne procède avec la même envie d'éradication. Et il est extrêmement difficile, qui va en fait à son tour produire d'autres cycles de violence. Daesh a administré pendant presque 3 ans d'immenses régions, presque un tiers du territoire irakien. Il est inenvisageable que juste quelques milliers de djihadistes aient pu administrer ces régions sans qu'il y ait eu des compromissions, des collusions actives ou passives de la part de la population. Là, je reviens de Beyrouth où je vous raconte juste une petite anecdote. Un ouvrier syrien qui travaille chez des gens que je connais a demandé 2-3 jours de congé à son patron pour aller à Raqqa. Alors son patron lui a dit « mais que vas-tu faire à Raqqa ?» Il lui a dit « j'ai une petite affaire familiale à régler ». Et finalement, il s'avère que cette petite affaire familiale consiste simplement à aller égorger un type qui vient d'être attrapé, qui était un sergent recruteur pour l'État islamique et qui avait recruté plus ou moins de force son fils. Et son fils a été tué dans les combats. Donc ce père de famille prend quelques jours de congé pour aller venger son fils qui est mort dans les combats avec ou contre l'État islamique, au point où on en est, on ne sait plus vraiment qui se bat contre qui et qui a été tué par qui. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ce sont des conflits propres à ces sociétés-là. Alors si on décortique un peu, on découvre que ce monsieur, ce brave père de famille, appartient à une tribu qui était réticente en fait, qui a exprimé quelques réticences face à Daesh et qui a refusé de basculer dans le camp de Daesh. Là aussi, on peut revenir à des explications socio-économiques liées au foncier, liées à la richesse des tribus, ou alors statut de
les tribus qui étaient cooptées par les pouvoirs ou qui ont bénéficié des largesses du pouvoir n'ont pas basculé du côté de Daesh. Celles qui s'estimaient lésées par l'ordre politique d'avant ont massivement basculé dans les rangs de l'État islamique. Donc là encore, la généalogie, oui, elle est importante, elle n'explique pas tout. Il faut la contextualiser, il faut la replacer dans le vécu des sociétés, dans le vécu de ces sociétés locales. Parce que ce qui frappe, la violence est extrêmement intime. La violence, elle est entre voisins, entre villageois qui se connaissent extrêmement bien. Elle n'est pas simplement le fait de l'injonction idéologique du djihad. Elle n'est pas la traduction d'une adhésion des populations au projet du califat. Loin de là, elle est plutôt la traduction ou l'habillage de conflits locaux, de conflits extrêmement intimes. Elle a affaire à la distribution des richesses et du pouvoir dans ces zones-là, et non pas à une quelconque envie de redresser les torts historiques ou de corriger les erreurs du passé ou les injustices de l'ordre colonial et post-colonial. Ali Atassi, effectivement, on l'entend dans ce que dit Loulou Al-Rachid depuis 2010, enfin depuis le début des années 2010, le visage de la terreur, il a pris celui de Daesh, même si, voilà, dans les années 2000, c'était Al-Qaïda qui incarnait le terrorisme, même s'il y a des continuités, il y a eu aussi des ruptures. Est-ce que en Syrie, vous considérez l'ancrage de Daesh comme un moment de bascule, ou est-ce que c'est davantage, au fond, une renégociation des conflictualités antérieures, surtout dans un pays où le Daesh n'a pas le monopole de la terreur? Avant, j'aimerais bien revenir sur l'anecdote de Loulois pour dire que peut-être tout simplement le monsieur, l'ouvrier syrien, face à son patron libanais qui a pas mal de stéréotypes sur le rapport entre les Syriens et Daesh, il voulait juste avoir quelques jours de congé. Il a raconté cette histoire pour partir tout en liberté parce qu'elle est égorgée, tout ça. C'est presque un film de terreur et dans la réalité, heureusement, c'est beaucoup plus complexe. Je pense pas qu'il peut aller en direct au Raqqa, égorger et revenir au Liban. C'est beaucoup plus compliqué, mais cela dit, peu importe la véracité ou non, ce qui est important dans cette anecdote, c'est le fait que Daesh produit des règlements de compte, va laisser des règlements de compte, enclenche un autre cycle de violence qui n'a plus rien à voir avec le terrorisme ou la guerre contre le terrorisme. Et je crois que c'est ça ce qui est plus important. Daesh a provoqué des déchirures dans le tissu social qui mettront beaucoup de temps en fait à s'estomper et à être oubliés par les populations en question. Oui, alors justement parce que... je suis d'accord sur les stéréotypes libanais, sur l'ouvrier syrien, d'autant plus que la notion de tribu n'est pas quelque chose de familier au Liban. Les gens ne savent pas ce qu'est une tribu. Effectivement, Ali a entièrement raison de souligner cet aspect du racisme ordinaire au Liban à l'égard des réfugiés ou des ouvriers syriens. Et alors, pour répondre à votre question par rapport à Daesh et son ancrage dans le paysage syrien, et sur la question du terrorisme, à vrai dire, je ne suis pas un grand expert de terrorisme, de terror, et alors je préfère plutôt, pour répondre à cette question, d'aller un petit peu plus en avant et parler aussi de printemps arabe et ce qui s'est passé les derniers 7 ans pour comprendre pourquoi on est né aujourd'hui là en Syrie, mais aussi ailleurs. Je pense depuis à peu près un demi-siècle, le monde arabe, il était coincé dans une sorte de status quo de stabilité politique liée aux pays du Golfe, liée à l'Arabie saoudite, liée au pouvoir de l'Arabie saoudite après le déclin de Nasser et du nationalisme arabe des années 60. Et la population arabe dans tous ces pays, plus ou moins, elle était coincée en 2 alternatives, ou avoir un régime autoritaire, que ce soit militaire, à l'image de Baas, de Saddam ou de Assad, ou même des royaumes autoritaires avec des rois et des princes qui gouvernaient sans aucun contre-pouvoir. Et alors la population arabe était coincée entre cette alternative et ce qu'on appelait le danger islamiste.
C'est-à-dire, vraiment, et les régimes autoritaires utilisaient le danger islamiste pour dire, voilà, il n'y a pas d'alternative. Et on ne peut pas démocratiser, on ne peut pas aller vers des élections, la population ne sont pas prêtes, c'est le terrorisme, etc. Et malheureusement, au niveau de géopolitique internationale, beaucoup de grandes puissances, ça l'arrangeait d'avoir cette région stabilisée, il n'y a pas d'immigration, on peut faire des deals avec l'armement, etc., etc. Et puis, ils règlent leurs problèmes sur place. Il y a une grande transformation démographique dans le sens où il y a toute une jeunesse qui était privée de travail, d'éducation, qui est arrivée, presque plus que 60% de la population dans les pays du sud de la Méditerranée, c'est des jeunes de moins de 20 ans, 18 ans, et qu'il exigeait un accès au travail, à l'éducation, à la santé, etc. Et aussi une sorte de participation à la vie politique. Je pense il ne faut pas sous-estimer que ce qui s'est passé en 2011 et qui a commencé en Tunisie, quelqu'un dans un petit village au sud de la Tunisie qui s'appelle Mohamed Bouazizi qui s'est immolé, au bout de quelques mois, le monde arabe était en feu au sang, c'est des milliers de personnes dans la rue qui exigeaient liberté et dignité et démocratisation. Je ne veux pas trop entrer dans les noms des tribus, des communautés religieuses, parce que bien sûr, elles jouent un rôle important. Je veux juste dire que par rapport à la Syrie, que c'est pas par hasard que les Syriens, ils étaient les derniers à rejoindre les autres peuples arabes pour descendre dans la rue et demander leur liberté, parce qu'ils savaient déjà à quel point le régime peut être violent et peut réprimer terriblement quelconque mouvement populaire. Il l'a déjà fait en 82 avec le soulèvement à Hama, où il a fait les massacres de Hama, mais aussi il a gouverné Hafez al-Assad et après son fils avec vraiment le feu et le sang. Alors les Syriens, ils ont attendu longtemps avant de descendre dans la rue, mais quand ils sont descendus dans la rue, ils demandaient justement plus de participation politique, de réforme politique et voilà, un changement. Ils étaient réprimés, tués dans la rue, utilisaient les moyens les plus terribles, et ça durait des mois avec ce mouvement pacifiste avant que les Syriens décident de prendre les armes. Et je pense ce qui s'est passé des dernières années avec l'entrée des djihadistes sur la scène, qu'ils étaient libérés des prisons de Bachar al-Assad. Ils sont allés rejoindre leur village ou leur région. Ils étaient armés par l'Arabie Saoudite ou par Qatar et des fois par le régime lui-même. Et il y a eu pas seulement une sorte de militarisation de la révolution syrienne, mais aussi islamisation. C'est-à-dire des villes comme Raqqa, qui a basculé dans la révolution en 2012-13. Au début, il y avait une vraie société civile, des manifestants, et là, c'était pas question des tribus ou des sunnites, c'est vraiment une exigence de participation politique, de démocratisation, etc. Et l'arrivée de Daesh avec les combattants étrangers, mais aussi avec les combattants qui venaient d'Irak, et qui ont pris petit à petit contrôle, pas seulement de Raqqa, mais d'autres villes et villages syriens dans le nord. J'ai beaucoup de mal à juste le lire dans le contexte syrien. Il faut le lire dans un contexte régional, mais aussi international. Vous avez souligné la guerre de 2003, mais même on peut aller au-delà de ça, on peut aller jusqu'à 91 avec la guerre et l'embargo contre l'Irak, avec cette coalition internationale pour libérer la Koweït, où le Koweït où tout d'un coup on est senti que le monde entier nous regarde, on ne peut pas être abandonné, etc. Et puis finalement, petit à petit, c'est la population qui a payé prix. Le peuple irakien, il était laissé à son sort face à Saddam Hussein. Et puis après, on est venu libérer l'Irak, mais pour détruire l'État. Et finalement, toutes les populations dans cette région, ils ont payé prix. Alors, Daesh,
ça va au-delà de la Syrie, même au-delà de questions régionales avec le Proche-Orient. Elle est aussi liée à ce qui se passe en Europe, à la place de l'islam, à la place des communautés musulmanes d'Europe, à l'intégration, etc. Alors, avec tous ces combattants qui venaient d'ailleurs, et qui ont bien sûr, avec l'armement, la manipulation, le jeu des nations, qu'ils ont trouvé ancrage dans la région, en Syrie, mais ils ne font pas partie de l'histoire politique moderne de la Syrie. Il y a bien sûr un phénomène de djihadisme, de salafisme qui était présent, qui est toujours présent, mais Daesh en soi, je pense, on ne peut pas justement la lire au niveau syrien, il faut la lire au niveau régional. Au niveau régional, et effectivement avec cette géostratégie que décrivait tout à l'heure Nora Lafi. Nora, est-ce que vous pouvez un peu m'aider à répondre, peut-être pas définitivement, mais à une question quand même, j'ai l'impression que moi je me suis posée sans vraiment réussir à la résoudre, et je suis sans doute pas le seul. C'est-à-dire qu'à la fois, Louloua parlait tout à l'heure de la généalogie, de ce qu'elle expliquait, et qu'elle n'expliquait pas tout. Je pense qu'on est... on est nombreux à savoir que l'intervention faite au nom de la liberté par les États-Unis en Irak en 2003 a été à certains égards une académie de la terreur, dans des camps comme Bouka par exemple, où se sont rencontrés tous les futurs cadres de ce qui deviendra l'État islamique. Vous avez tout à l'heure souligné que ce qui s'est fait aussi comme une intervention au nom de la liberté, c'est-à-dire le bombardement français, enfin franco-britannique de la Libye. Et américain a eu des effets majeurs sur l'état aujourd'hui de la Libye. Et en même temps, moi j'ai aussi entendu que face à justement l'aspiration à la liberté du peuple syrien, et ben là on n'était pas intervenu. En partie parce que justement il y avait eu l'expérience libyenne. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'on voit une intervention occidentale faite au nom de la liberté, et depuis souvent des avions qui bombardent, évidemment ça crée davantage de terreur que d'autres choses, mais en même temps la situation syrienne, que vous connaissez aussi assez bien, donne un exemple inverse. C'est-à-dire où on n'est pas intervenu et ça a créé de la terreur sur de la terreur d'État, du terrorisme djihadiste. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe? D'abord, je voudrais dire que je vis actuellement en Allemagne. Et en Allemagne, on a l'impression que seuls les bombardements peuvent amener la démocratie. Et je crois que c'est une idée qui est répandue aussi en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. On bombarde, tabula rasa, et on amène la démocratie. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument repenser, parce que je crois que dans la salle, il y aura très peu de personnes qui pensent que lorsque des bombes tombent sur votre ville, vous allez avoir la démocratie. Et deuxièmement, la démocratie, elle ne vient pas par le haut, elle vient par les gens qui la demandent. Et en Syrie, comme en Tunisie, ou en Libye, pour ces exemples-là, les gens avaient très envie de vivre dans un État démocratique depuis des décennies, mais seulement ils avaient des dictateurs, et des dictateurs qui étaient soutenus par les grandes puissances américaines, anglaises, françaises, russes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ben Ali, alors même si c'est la Tunisie un des pays où il y a véritablement quelque chose qui s'est passé, où les Tunisiens ont vraiment envie de vivre maintenant dans une démocratie, c'était quand même un coup d'État. Ce printemps arabe, c'était quand même organisé. Il y a eu des surprises parce qu'on ne pensait pas que les gens allaient aller en masse dans la rue et tenir. C'était Ben Ali, il a été formé par la CIA et mis en place contre son peuple. Et la plupart des dictateurs ont été soutenus, armés, et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que ces guerres-là, ce sont des guerres par procuration. Et ces guerres par procuration, elles ont une longue histoire. Pendant l'époque coloniale, c'était séparé, divisé, et ensuite on contrôle mieux. Et donc on crée des milices qu'on paye, qu'on arme, qu'on forme pour pouvoir déstabiliser une région. C'est une logique extrêmement classique, et les historiens, ceux qui
connaissent ce type de diviser pour mieux régner, et le système de création de milices qui travaillent pour un pouvoir. Donc il y a, comme en Syrie, en Tunisie et aussi en Libye, des milices qui ont été payées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis, pour pouvoir déstabiliser un régime et des dictateurs qu'on a maintenus. Alors quand les dictateurs sont du côté de chez nous, c'est-à-dire ceux qui sont avec les États-Unis, eh bien, contre les populations, on les maintient. C'est ce qui a été pour Ben Ali, par exemple. Et le jour où on décide de changer la donne, et il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on a préféré choisir des milices avec un vernis avec lequel l'islam autour d'eux, enfin le djihadiste, pour pouvoir mieux contrôler, parce que ça sera des régimes autoritaires, durs, et qui permettront en fait de faire ces guerres par procuration. C'est ce qui s'est passé en Libye. En Libye, il n'y a pas eu de manifestation à Tripoli sur la place. Tout ce qu'a dit la presse, et notamment Al Jazeera, c'était des montages. Ça a commencé à Benghazi avec des gens qui effectivement avaient envie d'un changement de régime parce que Kadhafi était autoritaire et il menaçait les frères musulmans que nos propres régimes soutenaient, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, c'est un petit groupe qui a montré qu'il était contre Kadhafi. On l'a armé. On a ouvert les prisons, et ce sont ces milices djihadistes qui n'étaient pas forcément de Libye, qui ont pris le pouvoir. L'OTAN, avec la France, les États-Unis, les Anglais, ont bombardé la Libye et ont donné des armes à ces milices djihadistes pour contrôler ce pays et tuer Kadhafi. Et on peut réfléchir sur le concept de liberté et sur le concept de démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait accepter cela chez nous? Je ne pense pas. Donc ces milices-là, c'est effroyable. Contre la population libyenne, la première des choses qui les est faites, c'était de violer les femmes dans la rue, c'était de tuer des Noirs, mais personne n'en a parlé. Parce qu'en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient soutenus par les grandes puissances. Ils étaient armés. Et on a laissé détruire un pays au mépris du droit, au mépris de la liberté, au mépris d'un désir de vivre en démocratie. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion urgente sur les guerres que nous menons. Est-ce que vraiment on est un pays démocratique? Est-ce que vraiment vous a demandé votre avis? Est-ce que nos députés ont été consultés avant de lancer la guerre en Libye? Je pense que c'est un moment, le 21e siècle, de penser notre concept de démocratie. Comment peut-on, nous, décider d'aller en guerre ou de ne pas aller en guerre? Parce que si on décide d'aller en guerre, on connaît les conséquences. Mais si on ne décide pas et qu'on laisse une minorité de personnes décider pour nous, ça engendre des problèmes qui sont extrêmement graves. Et aujourd'hui, la Libye, c'est le chaos total. Alors, ces milices djihadistes, quand elles sont rentrées dans la ville de Tripoli, la première des choses qu'elles aient faites, et pour ne pas nommer Aboul Hajj, il est rentré dans la municipalité de Tripoli, et la première chose qu'il ait faite au nom, soi-disant, de la démocratie et de la liberté, il a imposé le voile noir, qui n'a jamais existé en Libye, et fermé les coiffeurs, pour les hommes et pour les femmes. Alors voilà, les milices que nous soutenons, je crois qu'il est temps de s'interroger, de voir comment ces milices-là, en fait, quand on les arme, prennent ensuite le pouvoir et vivent par elles-mêmes et ne font pas ce que nous voulions qu'elles fassent. Ok, elles ont détruit la Libye, Kadhafi a été tué, mais aujourd'hui, elles ont le pouvoir. Et ce sont des milices, les parrains des grandes puissances, qui tiennent aujourd'hui la Libye, qui décident s'il va y avoir des milliers de Noirs
des milliers d'Africains, des jeunes, des enfants qui vont mourir juste sur les côtes libyennes ou sur l'île de Lampedusa. Elle décide, c'est devenu un échange financier, et on négocie avec ces milices. Alors, je pense qu'il est temps de réfléchir justement sur que veut dire notre fonctionnement d'intervention avec de l'ingérence dans des pays étrangers pour imposer soi-disant une démocratie. On le voit, c'est pas vrai. Ça a été la destruction du Moyen-Orient. Ça a été la destruction maintenant de la Libye, et ça devient de plus en plus grave parce que je pense pas que quand la France a décidé d'aller intervenir, quand je dis la France, en fait, c'est le gouvernement français, les Français n'étaient pas au courant, en Libye, je pense pas qu'ils aient pensé que ça allait être le chaos qu'il y a aujourd'hui et le danger. Quand on est dans l'île de Lampedusa, on est à 61 km de ce qui se passe sur l'autre rive. Cela veut dire que si les États-Unis décident de complètement détruire les pays du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient, c'est nous qui avons les conséquences. Donc eux, ils sont dans une logique, depuis Ronald Reagan, de construire le Great Middle East, c'est-à-dire le grand Moyen-Orient, qui part du Maroc, en passant par la Grèce, jusqu'en Afghanistan, sous contrôle américain. On est en droit, si on est pour la liberté, de se dire, est-ce qu'on est d'accord? Quels sont nos buts? Et donc je pense que les guerres par procuration, avec le financement et l'armement de milices, c'est un point qu'il faut impérativement réfléchir et reconsidérer pour l'avenir de nos enfants. Avant de donner la parole à Christian Vigouroux, je voudrais quand même, Ali Atassi, continuer sur ce point, parce qu'il me semble que là, la société civile de Raqqa, dont vous parliez au début de 2012, il y en a une partie qui réclamait l'intervention des grandes puissances pour au moins cesser le contrôle du ciel par un régime qui lui donnait l'avantage. Oui, mais j'ai du mal avec... en fait, il faut pas penser que être contre l'intervention militaire, ça veut dire égal à ne rien faire et à vraiment à regarder comment, par exemple, Bachar al-Assad, il gaze son peuple, où il a détruit la Syrie en entier, des villes entières, ils étaient rasés. Et malheureusement, on simplifie encore une fois, comme on a simplifié en disant entre les dictateurs et les islamistes, il n'y a pas une alternative. Et on avait vu durant le printemps arabe que si les Arabes, ils méritent et ils veulent participer à la vie politique, à avoir de transparence et de la liberté, etc. C'est pareil aussi, quand on veut simplifier, on veut dire, voilà, où on intervient avec des bombardements, etc., où on fait rien, on regarde. Non, entre ça et ça, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense de laisser Kadhafi, les mains libres de Kadhafi en Libye. Je ne pense pas que la Libye ou les Libyens vont être dans une meilleure situation aujourd'hui, mais comment l'intervention a été faite en Libye, c'était catastrophique, vous avez tout à fait raison de le dire, mais je pense aussi de ne rien faire ou de rester attendre comme ça. Non, alors il y a d'autres choses à faire. Vous avez mentionné le no-fly zone, et je pense si les Nations Unies s'ils avaient réussi à imposer une no-fly zone en Syrie, je pense que la situation aurait pu être beaucoup mieux pour les Syriens. On est capable, on était au bout de renverser le régime. Si c'est pas par les manifestations pacifiques, même par les armes au début de la militarisation de la révolution. Mais on ne peut rien faire devant, pas seulement la force aérienne de l'armée de Bachar al-Assad, mais aussi les Russes, les Iraniens. C'est-à-dire, on n'intervient pas, mais on laisse porte ouverte à la Russie d'intervenir et de tout transformer à la manière de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Syrie. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité des Nations Unies et la responsabilité de la communauté internationale après la Deuxième Guerre mondiale, après les crimes de camps de concentration, après les crimes au Rwanda, après le Cambodge, après ce qui s'est passé en Bosnie. Je pense on partage la même
taire. Et si on pense que rien va nous arriver, eh ben non. Regardez ce qui s'est passé en Syrie avec la moitié de la population qui était forcée à l'exil, et il y a une grande partie qui sont venus en Europe. Alors, il y a une responsabilité, je pense. On peut intervenir, et il faut intervenir, mais pas en bombardant ou en envoyant des armes à des milices pour qu'ils imposent leur ordre. Et c'est une grande... C'est-à-dire... De croire encore qu'on veut stabiliser, on veut juste des régimes qui stoppent le flux d'immigration, qui instaurent une certaine stabilité dans les... C'est la solution? Eh bien non, je pense, s'il n'y a pas une participation politique, s'il n'y a pas le minimum de transparence et de vie politique, je pense il y aura toujours des Daesh et d'autres Daesh plus violents. Je pense les Arabes du sud de la Méditerranée, ils ont montré avec le printemps arabe qu'ils sont prêts, à soif de liberté, de démocratie. Quand je pense à l'Égypte et quand je pense, c'est-à-dire, nous, depuis des décennies, on disait la seule façon de dealer avec les mouvements islamistes, islam politique, c'est qu'ils participent au pouvoir, parce qu'ils présentent une partie de la population. On ne peut pas les mettre à l'écart ou en prison. À partir du moment où ils acceptent les règles de jeu, des élections, des règles de jeu démocratiques, eh ben, il faut qu'ils participent. Et même s'ils gagnent les élections, il faut qu'ils gouvernent. En Égypte, les frères musulmans, ils ont gagné avec 51% les élections présidentielles. Le président Morsi, il a gagné avec 51%, c'est-à-dire il y a 49% de la population égyptienne qui a voté contre les frères musulmans. Et au bout justement de un an et demi, on a commencé à voir comment l'islam politique, il n'a pas une solution pour les problèmes économiques, démographiques, etc. Et quand ça a commencé à bouger, c'est quoi les résultats? Il y a un coup d'État, un nouveau dictateur, et l'Europe aujourd'hui signe des contrats d'armement avec Sisi, et voilà, et on voit qu'est-ce que ça va emmener à bout de quelques années. Déjà, le terrorisme et les terreurs, il est en Sinaï et ailleurs, et c'est pas la solution. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Au contraire, le problème, il est bien là, et heureusement que encore il y a un espoir au sein de la société civile égyptienne de travailler en douceur pour changer. Et pas, c'est-à-dire, il n'y a pas ce qui s'est passé en Syrie. Et c'est important. Voilà. Nora, vous vouliez réagir? Je voulais juste souligner qu'effectivement, le problème, c'est de faire respecter la loi et la justice. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on décrète un no-fly zone, il n'est pas respecté si vous êtes une grande puissance. Donc, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est comment faire respecter des règles depuis la Seconde Guerre mondiale et des traités qui existent déjà, et comment, et aussi en France, imposer la bonne gouvernance et l'application de ces règles. Parce que le no-fly zone, il aurait pu marcher pour la Syrie, mais il n'a pas marché parce que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne n'ont pas respecté la résolution de l'ONU 1973, et qui était un no-fly zone, pas d'avions qui décollent au-dessus de la Libye pour pouvoir protéger les sociétés civiles, mais bombardement. Et donc je pense que la Syrie, ce qui se passe actuellement en Syrie et ce qui va se passer peut-être dans d'autres pays, c'est aussi le non-respect de la justice, des lois et des règles. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est impératif de nos valeurs, de les appliquer ici en France, mais de les appliquer aussi au niveau international. Et sans ça, on court vers une guerre, il y en a qui disent troisième guerre mondiale, et on voit les mécanismes. Désolé, juste un point. Avec Bachar al-Assad, après qu'il a utilisé les armes chimiques, on a préféré, la Russie, les États-Unis et d'autres nations, de faire une deal avec Bachar al-Assad pour le désarmer de ses armes chimiques.
mais on lui a donné une carte blanche pour qu'il continue de massacrer sa population avec les barils. Et pas seulement qu'il a continué de massacrer, mais il a réutilisé les armes chimiques, encore une fois, après que soi-disant il était désarmé de ces armes chimiques, et il y a une commission des Nations Unies qui a prouvé qu'il les a utilisées, et la Russie, il a utilisé les vétos pour ne pas donner un nouveau mandat. Alors, vous voyez à quel point on est dans un système politique international qui va vraiment contre l'intérêt et la dignité des populations de notre région. Christian Vigouroux, pour continuer sur cette question, est-ce que pour vous l'intervention franco-britannico-américaine en Libye, elle faisait partie du juste exercice de la force ? Je ne sais pas si je peux me prononcer là-dessus. Ce sur quoi je peux me prononcer, c'est comment la décision est prise. Moi, je ne suis pas un expert du monde, mais je commence à être un peu un expert de la décision publique dans un État. Et je reviendrai peut-être à la Libye, mais si vous me donnez 3 secondes, je voudrais commenter 3 mots que j'ai entendus. 1, compromission. Et puis 2 mots que je n'ai pas entendus, sur lesquels je vais revenir, fascination et vertige. Le premier, compromission. Madame Al-Rachid a bien parlé de ce qui s'est passé en Irak, où les Américains sont intervenus peut-être sans avoir suffisamment analysé ce qu'ils allaient trouver, et où, dans un état de force, de terreur, il y a des compromissions. Et ça, moi je travaille là-dessus depuis une trentaine d'années. Les catastrophes qu'on peut décrire, mais ceux qui sont aux manettes essaient de refaire le monde, mais il faut aussi prendre le monde tel qu'il est. La compromission va faire durer des États totalitaires capables de maîtriser leur population, et la compromission, elle est en nous, quelque fonction que l'on occupe, français ou à l'étranger. Et ça, il faut l'avoir en tête. Des compromissions petites dans un État totalitaire, un fonctionnaire, puisque j'en suis un, voit que son patron disparaît. Eh bien, la première compromission, c'est d'être candidat à la place, sans se soucier de savoir pourquoi la personne a disparu. Et les écrits sur le Conseil d'État entre 40 et 44 en France donnent un certain poids à ce que je suis en train de dire. Donc, ce dont nous parlons commence par un mécanisme de personne face à l'institution qui est de ne pas se poser de questions. C'est pour ça que dans mes ouvrages, je parle du syndrome de la rivière Kwai, c'est-à-dire le fonctionnaire qui, en Irak ou en France, ne se pose plus les questions de la finalité. On lui a dit de construire un pont, il va construire un pont. Il se trouve qu'il est un prisonnier anglais, il va construire un pont pour que les Japonais puissent massacrer d'autres Anglais. Il ne va pas se poser la question. Il est heureux de faire un pont parce qu'il a toujours fait des ponts. Alors, j'aime les pontonniers, mais je me méfie du syndrome de la rivière Kwai. On est au cœur de notre sujet. 1, compromission. Et la compromission, comment on lutte contre ça? Avec l'intelligence. Je m'honore d'avoir été un directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur il y a 30 ans qui a créé l'Institut des hautes études en sécurité. Il n'est pas interdit de penser la sécurité. Et je suis très heureux, et je pense que c'est une voie importante, que le CNRS, après les attentats de 2015, a lancé un programme sur le terrorisme. Le CNRS, les recherches humaines, techniques, la science essaie de s'emparer de ces phénomènes. On n'est pas obligé de déblatérer des slogans et des rêves, mettre un peu de science dans cette politique de la force. C'est mon premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la fascination. Pourquoi on arrive à des phénomènes comme ceux que mes compagnons de table ce matin décrivent? C'est parce que chacun de nous est fasciné par la force. Moi, j'ai l'âge d'avoir fait mon service militaire. La première fois qu'on m'a mis une arme de guerre dans la main, eh ben, j'ai eu une sorte de fascination. Et alors, je ne parle pas d'un gamin encore plus jeune, chauffé à blanc par différents courants en France ou à l'étranger. La force, c'est dangereux. Il faut la penser et d'une certaine façon l'encadrer et la mériter. Il y a une photo que j'ai là qui illustre ce que je suis en train de dire, de Angela Merkel, qu'on ne peut pas suspecter de folie ou d'obsession meurtrière. Elle visite un camp de nageurs de combat dans le nord de l'Allemagne, comme chef des armées allemandes.
Et c'est une photo que toute l'Allemagne a contemplée avec réflexion, où on voit cette femme, qui est une des femmes les plus puissantes de démocratie, devant un géant harnaché de casques, d'appareils, de tuyaux pour aller poser des bombes sous-marins, enfin le super guerrier. Elle le regarde comme moi je regardais mon père la première fois qu'il m'a offert un vélo. Elle est là, c'est un instant de vérité, c'est une photo superbe qui dit tout du rapport de fascination du pouvoir civil et du pouvoir militaire. Je vous raconte une anecdote. Un des ministres que j'ai servi est devenu ministre de la Défense. Il entre à l'hôtel de Brienne, le local traditionnel des ministres de la guerre, et la première chose qu'il fait, il fait l'état des lieux, il va voir les locaux de l'armée française. Et entre l'hôtel du ministre et l'état-major des armées, il y a une grille. Alors le ministre de la République, le successeur des grands ministres, se présente à la grille. Il y a un garde militaire qui lui dit « papier ». Le gars, on l'avait dit, tu gardes l'entrée de l'état-major. Alors il a dit, non, il y a un petit problème là. Qui commande, c'est toi ou moi? Et je peux vous dire que le lendemain, il n'y avait plus de grille, que le ministre de la République, il peut aller où il veut. Parce que toutes les forces, en France et ailleurs, baladent les pouvoirs civils, leur font monter dans des avions, etc. Chef d'État américain comme chef d'État français, il faut avec la force, faire tout sauf être fasciné. Et je ne parle pas des services un peu plus spécialisés en France ou à l'étranger qui savent complètement fasciner le pouvoir. Je lisais une thèse récemment, une thèse universitaire, toujours la science, sur le contrôle du pouvoir civil sur l'armée. En Israël, le chef d'état-major siège au Conseil des ministres. D'une certaine façon, c'est direct. En France, non. Mais savez-vous que tous les mercredis matins, 1 heure avant le Conseil des ministres, le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice en ce moment siègent à un Conseil de défense avant de passer au Conseil des ministres. Donc, qui commande? Il faut se poser sans arrêt la question, parce que si on ne se la pose pas, on est fasciné, et c'est la force qui commande, et la force qui commande, elle sait parfaitement s'épanouir. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas qu'avec l'Irak ou moi, j'ai connu, par exemple, la force qui faisait son petit marché, y compris dans la France périphérique. Je pense à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie. Longtemps, quand il s'agit de recruter des gardiens de la paix, on faisait des concours qui donnaient 90% de métropolitains et 5% de locaux. Donc la force n'était absolument pas à l'image de ceux avec laquelle elle allait s'entretenir. Et là, ça aboutit à des catastrophes. Et je suis pas en train de penser que des interventions militaires mal calculées, pas bien vues avec la population, pas assez étudiées de ce point de vue-là, peuvent aussi aboutir à des catastrophes. Le troisième mot que je voulais secouer un petit peu, interpeller, c'est le mot vertige et dérive. Un dictateur, et je rebondis sur ce que disait Madame Laffi, un dictateur, c'est propre, c'est commode. En politique étrangère et d'une certaine façon en France. Pétain, 90% de la population au début trouvait ça commode. On payait les abus précédents, on retournait à la terre, vive la famille et basta. Et puis survient le statut des Juifs, etc. Mais le vertige, il est assez commode. Est-ce que vous me donnez 1 seconde pour vous lire une fable de La Fontaine ? Et vous aurez tout compris de ma réflexion. C'est les loups et les brebis. Mais c'est terrible en même temps. Ça sent le sang. Parce que La Fontaine, c'est pas seulement ce que raconte Éric Orsena. C'est sanglant et violent. Et ça porte de la force. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. La paix se conclut donc, on donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. Mais là, c'est moi qui commente, arrive ce qui devait arriver, les loups, on ne peut pas leur faire confiance, dévorent les brebis après avoir égorgé pendant leur sommeil, La Fontaine dit étranglés en dormant, les otages chiens, ce qui fait que les bergers n'avaient plus de défense. Donc les loups gagnent sur tous les tableaux, ils ne tiennent pas leur parole, ils mangent les brebis et ils ont tué les chiens gardiens des bergers.
Et la conclusion de La Fontaine, c'est pire que du Quai d'Orsay. Et vous allez comprendre que je pleure en entendant ça, parce que c'est la politique de dérive et de vertige devant la force que je dénonce depuis plusieurs années. La conclusion de La Fontaine. Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Eh bien, nous avons tous dans la tête la fable les brebis et leurs chiens, les loups et les brebis. Et quand je lis les souvenirs de Lépine, le grand préfet de police, qui était un homme de force, comme je les appelle après Constantin Melnik, Lépine était un grand préfet, c'est pas seulement l'homme des concours, c'est aussi l'homme de la force. Eh bien, Lépine, on croirait entendre un préfet de police aujourd'hui, il dit « je ne peux pas faire plus pour la sécurité parce que je suis gêné par le droit ». Eh bien, cette petite musique, il faut faire la guerre à l'ennemi, au lieu de dire il faut apprendre et appréhender les criminels. Vous voyez la différence? Eh bien, cette dérive, non pas des continents, mais des vocabulaires, c'est ça qui fait qu'un État est prêt à prendre de mauvaises décisions, à se laisser entraîner par des appels à l'intervention extérieure dans n'importe quelle condition, ou au contraire au repliement quand il faudrait intervenir. Je termine mon petit propos un peu d'indignation devant ces dérives devant lesquelles il faut se battre. Je voudrais juste vous raconter une histoire de sucre, une histoire de lait et une histoire de beurre. L'histoire de sucre, c'est à Caen en 1944, quand les Américains font la guerre contre les nazis, et la guerre, c'est du bombardement. Il y a des centaines de Français qui meurent, on ne fait pas dans le détail, la force là, et on bénit les Américains d'avoir été là, sinon on serait peut-être encore en territoire nazi. Mais c'est une guerre extrêmement violente qui ne fait pas dans le détail. Eh bien, il y avait une maison que les officiers allemands d'occupation appelaient la maison de l'écureuil, parce qu'ils savaient qu'il y avait une femme qui faisait du marché noir et qui stockait le sucre. C'était connu de tous. Dans les périodes de troubles, chacun pour soi. C'est aussi ça qui me fait horreur et qui fait qu'il faut domestiquer la force. Quand le bombardement arrive, des coulées de caramel ont envahi la rue et dans leur désespoir, tous les gens de Caen ont vu que cette femme, envers et contre tout, avait assoiffé les voisins en cumulant tout le sucre. Une histoire de lait. C'est Solzhenitsyn qui raconte dans La terreur d'État, il y a beaucoup de camions de lait qui traversent Moscou. On se dit, ah ben c'est bien, les enfants sont approvisionnés. Les camions de lait, c'est les camions de prisonniers. L'état de terreur fait d'une pierre deux coups. D'une part, il montre des camions de lait, les gens pensent que c'est approvisionné, et d'autre part, il protège ces transferts de prisonniers, parce qu'on ne sait pas que c'est des prisonniers, on croit que c'est des camions de lait. Ça, c'est la terreur, qui modifie tout, qui cache, qui transforme et qui fausse tout. Et ça, si on n'y fait pas attention, ça peut venir aussi dans un pays démocratique. Et le beurre, c'est ce que je raconte dans mon livre sur la force, le 3 juin 1893, quand Vaillant jette une bombe dans l'Assemblée nationale. C'est pas d'aujourd'hui le terrorisme. En 1893, les anarchistes abattaient des magistrats qui suivaient leur dossier, faisaient sauter des commissariats ciblés sur renseignement. C'était des durs. Et on lance une bombe dans l'Assemblée. Plusieurs députés sont blessés, il n'y en a aucun qui est mort, mais il y a quand même des effilochats de très graves, il y a du sang. Bon. 2 heures après la bombe, Casimir Perier, président du Conseil, court pas à TF1. Il ne veut pas changer la Constitution. Il monte à la tribune. Messieurs, il n'y avait pas de dames à l'Assemblée nationale. Messieurs, nous avons eu une bombe. Regardez, oui. L'ordre du jour était quoi? Ah, c'était le comte de Montalembert qui devait discuter des fraudes au beurre. Messieurs, nous continuons sur le beurre. Décidément, Christian Vigouroux a plein de petits trésors dans la pourtant petite partie de son bureau qu'il a amené là, mais je vous signale, il y a une grande mallette derrière, donc vous pouvez peut-être, au cas où, continuer. Louloua, vous vouliez réagir, c'était avant les histoires de sucre, de beurre et de lait, mais je suis sûr que vous allez trouver une transition. Oui, alors, vous avez parlé de la fascination pour la force et de la fascination pour la violence. C'est extrêmement important à souligner,
puisque dans ma corporation, les chercheurs spécialistes du Moyen-Orient souffrent de cette fascination pour la violence, qui fait qu'on ne s'intéresse plus qu'à des acteurs armés. Et Ali a souligné l'importance à parler de la société civile. Eh bien, aujourd'hui, en fait, ces acteurs de la société civile, puisqu'ils ne portent pas les armes, puisqu'ils ne reçoivent pas des financements des puissances régionales et des puissances internationales, puisqu'ils n'égorgent pas les gens et ne postent pas des vidéos de leur abomination et de leur terreur sur les réseaux sociaux, ces gens-là, en fait, on ne s'intéresse pas à ces acteurs de la société civile qui sont loin d'être une force négligeable. Et je crois que s'il y a un espoir, s'il y a une possible projection dans l'avenir, elle viendra de ces gens-là qui, pour le moment, n'ont pas voix. C'est important de le souligner. Malheureusement, c'est un défaut, c'est un problème, c'est un peu un biais qui a été emprunté par bon nombre de chercheurs sur le Moyen-Orient, puisqu'ils subissent cette pression médiatique. Il faut parler des acteurs violents, il faut commenter la moindre bombe qui a été posée avant même qu'on ne sache. Il faut pointer, il faut formuler des accusations, il faut trouver la généalogie de cette violence avant même qu'on ne sache ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Puisqu'on revient sur les mots, et je trouve que c'est une belle façon de procéder, une belle façon d'avancer dans l'analyse. Je dirais que pour moi, il y a deux mots j'aimerais en fait insister sur deux choses. Déshumanisation. Il y a une déshumanisation totale des victimes non occidentales de cette terreur, de ce terrorisme. On se lance en guerre, on part en guerre pour libérer des villes de plus de 800 000 habitants. C'est le cas de Mossoul avant le début de l'offensive de la coalition. Une ville de 800 000 habitants sans aucun préparatif humanitaire, sans prendre en compte le fait qu'on va avoir des dizaines et des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Il y a un mépris total pour les victimes. Il n'y a pas eu de corridor humanitaire pour évacuer les habitants de Mossoul. Et vous vous doutez bien que sur les 800 000 habitants, on n'avait pas 800 000 djihadistes, bien entendu, même si le degré de compromission était important. Mais toujours est-il que il n'y a plus de distinction entre civils et combattants. Ça ne pose aucun problème de bombarder continuellement pendant plus de 8 mois une ville de 800 000 habitants, d'affamer la population, de couper l'électricité, de couper l'eau. Ça ne pose aucun problème. Quand on a vu les gens de Mossoul sortir, les gens libérés, on a vu des hommes et des femmes et des enfants faméliques, hirsutes. On avait l'impression qu'ils sortaient de sous terre ou de grottes. Ce sont ces gens-là qu'on a voulu libérer en détruisant leur ville, et c'est ce mépris aujourd'hui qui me choque le plus et qu'on retrouve dans la plupart dans ce paradigme de la guerre contre le terrorisme. Il n'est à aucun moment fait grand cas des populations civiles qui n'existent plus, qui disparaissent sous l'impératif d'éradication des terroristes. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Il y a, je dirais, un autre mot en fait qu'on retrouve un peu dans nos échanges. Il y a un paternalisme. On considère que les populations de cette région sont toujours capables du pire et non pas du meilleur. On oublie effectivement que 49% des électeurs en Égypte ont voté contre le candidat frère musulman. On considère que le moindre ébranlement du statu quo ne peut qu'accoucher du pire, et le pire étant ici la terreur religieuse, l'obscurantisme, l'islamisme, le djihadisme qui exporte sa violence jusque chez nous. Ce n'est pas vrai. Les choses, là encore, il y a des acteurs non violents qui appellent au changement, qui travaillent pour le changement. Et je dirais que peut-être il y a un espace aussi de liberté qui est possible dans l'après Daesh. Par exemple, dans le cas de l'Irak, l'irruption de Daesh a été concomitante avec le début d'un mouvement de protestation, d'une mobilisation de la société civile. Et ce qu'on entend par société civile dans la région, c'est important de garder cela en tête. Ce qu'on entend par société civile qui réclame un État civil, Daoula Madaniya, en fait, c'est un État qui est effectivement civil en ce sens qu'il n'est pas religieux, qu'il exige une forme de séparation du religieux et du politique. Les modèles
ce n'est pas un État laïque au sens où on l'entend, c'est simplement une envie d'autonomiser un peu le politique et de laisser d'autonomiser le politique, aussi de le libérer des appartenances confessionnelles. Dans le cas de l'Irak, de le libérer de l'antagonisme entre sunnites et chiites, de faire en sorte que cet ordre, qu'il y ait un ordre politique capable d'intégrer tout le monde sur un pied d'égalité et capable de distribuer, d'assurer ses fonctions de régulation en matière de maintien de l'ordre, en matière de provision des services publics de base, sans aucune forme de discrimination. Et je crois que c'est ça c'est quelque chose qui est passé totalement à la trappe. On ne parle pas de cette société civile qui se mobilise, qui se bat courageusement et qui en paye le prix fort, parce que la terreur, elle n'est pas uniquement produite par les islamistes, elle est aussi le fait des pouvoirs en place, le fait de ceux qu'on considère comme étant nos partenaires les plus fiables dans cette guerre contre l'État islamique. Elle est le fait des pouvoirs avec lesquels on traite, avec lesquels on fait des affaires, avec lesquels on maintient une coordination sécuritaire extrêmement poussée. Et donc, je crois que c'est important de revenir sur cette déshumanisation totale des victimes du terrorisme et ce mépris pour toutes les autres formes de mobilisation de la société civile, tous les efforts qui sont produits dans ces sociétés pour essayer d'accoucher d'autre chose que du pire. Et là encore, c'est trop facile de parler de chaos. C'est un mot qui revient sans cesse dans les discours aujourd'hui sur la région, dans le discours de nos responsables politiques. C'est où on traite avec le maréchal Sissi, où c'est le chaos islamiste. Le chaos, ce n'est pas le chaos aussi est producteur de nouvelles modalités de gouvernance. Il faut bien, je veux dire, ça peut être choquant de dire ça, mais ce qui se joue aujourd'hui dans la région, c'est aussi une contestation de l'ordre ancien, c'est aussi un ordre nouveau qui essaye de se mettre en place dans la violence, bien entendu, puisque les transitions, il n'y a que dans l'imaginaire des transitologues américains, des spécialistes du state building et du nation building, en fait, de toutes ces élucubrations sur comment consolider la démocratie, comment sortir de l'autoritarisme. Les choses ne se passent pas comme ça. La principale modalité de sortie de l'autoritarisme est malheureusement la violence. Ce sont des rapports de force propres à ces sociétés qu'on ne peut pas bouleverser en leur fournissant un kit déjà fabriqué de démocratie. On leur écrit une constitution, on envoie des observateurs pour observer les élections, que par ailleurs on contribue à truquer, mais pour faire sortir notre candidat favori en même temps. Donc, ce sont des changements qui se produisent dans la violence et dans la résistance de l'ordre ancien. Des décennies de dictature et d'autoritarisme produisent des toxines, laissent des traces dans le corps social dont il n'est pas facile de se débarrasser, et ça ne se passe pas en un laps de temps si court, puisqu'on parle d'un cycle aujourd'hui de changement qui a été ouvert par les printemps arabes. C'était hier, c'était il n'y a pas si longtemps que cela, et voilà ce qu'il faut garder en tête, et ne pas porter un regard paternaliste ou méprisant sur ces sociétés en considérant qu'elles sont toujours capables du pire. Voilà. Alors. Je vous propose, on va ouvrir le cercle de la discussion, mais juste avant, Ali Atassi, Christian Vigouroux, Nora Lafi, je vous laisse répondre à ça et prolonger au fond les paroles de Loulou Al-Rachid en se demandant un peu si effectivement on a des pistes pour inverser certaines des dynamiques, ou réorienter certaines des dynamiques qui ont été forgées par la terreur et aussi le paradigme de la guerre à la terreur. Oui, je reprends ce que Loulou disait par rapport au Moselle. Parce que déjà le plan de ISIS, de Daesh en Syrie, en Irak, c'était d'avoir Alep comme capitale du califat, et ils ont essayé à un certain moment en 2014 de prendre possession de la ville d'Alep, et c'est la population et c'est l'armée libre à Alep qui a pu chasser Daesh d'Alep et les renvoyer à Raqqa et dans les campagnes autour d'Alep. Et quand ils ont fait ça, ils n'ont pas, bien entendu, détruit Alep. Ils ont fait de l'intérieur, même par la force,
mais ils connaissaient leur terrain. C'est les gens de Est Alep qui ont libéré leur ville de ISIS. Ce qui s'est passé avec le Raqqa, et c'est très parlant, c'est-à-dire, c'est pas seulement que Daesh était étrangère à la ville de Raqqa, s'est installé, imposé ses ordres, etc. Et il y a eu beaucoup de tentatives de résistance à l'égard de Daesh. Et je peux vous raconter tout à l'heure une de ces exemples-là. Moi, j'étais à Raqqa en 2013 pour le film qu'on va voir ce soir. J'ai infiltré par le nord de la Syrie. Mais c'est pas seulement qu'on a décidé de libérer Raqqa par vraiment la détruire, mais on n'a pas demandé pas seulement la vie, mais l'aide de la population ou de certains groupes armés de la ville qui étaient présents à un certain moment, qu'ils ont fait face à Daesh. On a fait appel à des forces kurdes étrangères à la région, et puis avec le bombardement. Et du coup, la population de Raqqa était punie 2 fois. Première fois, je dirais même 3 fois, par le régime, par ISIS, et aujourd'hui par la coalition. Et ce qui est pour moi aussi très parlant, il y avait toute une campagne internationale parmi certains mouvements gauchistes, anti-impérialistes, pour dire non à quelconque intervention militaire en Syrie quand il y a eu l'utilisation de l'arme chimique. Mais quand les grandes puissances, compris la Russie, mais les États-Unis, ils ont décidé de bombarder la Syrie pour finir avec Daesh, tout le monde s'était, on fait plus pression, et comme si c'est pas aussi une intervention militaire. Moi, j'étais à Raqqa en 2013, et j'ai vu comment Daesh à l'époque essayait de prendre et contrôlait pas encore complètement la ville, mais c'était la force majeure. Et il occupait la place, leur quartier général, c'était le grand building de gouvernement de Raqqa. C'est un immeuble énorme, et c'était là aussi la prison. Alors, jusqu'à 2016, cet immeuble n'était jamais bombardé par le régime syrien. C'était la ville et même des installations civiles qui étaient bombardées, mais jamais cet immeuble-là, où c'était le headquarter. Et le régime était content de voir comment Daesh installait ses ordres. Et je vous donne un exemple très parlant par rapport à tout ça. C'est-à-dire, moi, j'étais l'été, en août 2013, c'était après l'utilisation de l'arme chimique, et c'était question que la coalition bombarde la Syrie. Et je me suis dépêché pour aller là-bas pour voir comment ça se passe dans la région et pour tourner le film. Et les gens que j'ai rencontrés à Raqqa, les familles de middle class, Raqqa à l'époque était une ville presque intouchée. Il y avait 2-3 bombardements par le régime et c'est tout. Et il y avait de l'électricité à cause du barrage. Et il y avait beaucoup des réfugiés des autres régions. Alors, même il y avait le commerce florissant, il y avait des femmes non voilées dans la rue. Et il y avait une vraie société civile qui essayait de faire face. Moi, j'ai rencontré une militante qui est allée chaque jour devant les headquarters de Daesh faire un sitting pour demander la libération des prisonniers politiques. Elle s'appelle Souad Nofal. Elle est maintenant réfugiée aux Pays-Bas. Alors, les classes moyennes à l'époque, parce que les écoles commençaient en septembre. La grande question, parce que on sentait la guerre qui arrivait. La grande question pour ces gens-là, c'était on reste à Raqqa ou on part, parce que c'est question d'envoyer les enfants à l'école et ne pas rater une année scolaire. Et les plupart, parce que Raqqa était pas cher, parce qu'il y avait l'électricité, il n'y a pas de coupure d'électricité, etc., etc., ils ont décidé de rester. L'école s'ouvre, première semaine de septembre, le régime bombarde une école, tue 12 élèves avec un hélicoptère. Les résultats, la plupart des classes moyennes quittent la ville. Et c'est ces gens-là qui peuvent résister à Daesh, à l'ordre de Daesh. Et c'est toujours le cas quand la population civile est visée par le régime. C'est pas seulement faire table rase pour laisser les gens libres à des terroristes qu'il a libérés lui-même de ces prisons. Alors, vous voyez comment, et je dirais, ils travaillent presque et coordonnent entre eux de manière ou une autre, parce qu'ils ont le même intérêt, et ils ont un seul ennemi, c'est la société, c'est la population, parce que les deux, ils règnent par le terreur et par vraiment écarter cette société-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans d'autres régions, Ghouta assiégé autour de Damas, etc., et d'autres régions, c'est toujours
c'est cette société-là qui est visée. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt de lancer des barils sur une population civile? En fait, c'est juste le terreur pour le terreur? Non. C'est-à-dire, les côtés aléatoires par une baril qui tombe et qui peut tomber sur un immeuble civil ou une école, c'est vraiment de dire à la population, vous n'avez plus votre place là, ou vous partez en exil, ou vous venez chez moi. Et c'est systématiquement à Idlib et ailleurs, la population civile, elle était visée par le régime, mais par les islamistes salafistes pour faire régner leur ordre. Et quand je pense comment les Syriens, ils ont, par exemple, l'exemple d'Alep, ils ont fait face à ISIS. Et finalement, la seule chose que le régime a su faire après, avec les Russes, c'est d'aller libérer Est-Alep et détruire Alep et la vieille ville d'Alep, qui est un héritage de l'humanité. Alors, voilà comment ils travaillent des fois ensemble. Merci. Christian Vigourou. Moi, je voulais réagir à ce qu'a dit Madame Al-Rachid sur les toxines là, qui s'insèrent dans le corps social. Je voudrais parler des vaccins. Pour donner un petit peu d'espoir. Je pense, comme vous venez de le dire, que dans toutes les sociétés, les non-extrémistes, dans les périodes de tension, sont visés des deux côtés. Et tout le tissu associatif, militant, va payer, y compris de fonctionnaires, de juges qui essaient de faire leur devoir correctement et de ne pas basculer vers le futur pouvoir terroriste qui est en train de s'élaborer. Je cite 3 personnages sur lesquels j'ai un peu travaillé et qui pour moi sont des repères dans ces périodes douteuses. Premièrement, le colonel Picard, le chef des services secrets de la France en 1896, qui trouve la preuve de l'innocence de Dreyfus pour la culpabilité d'Esterhazy. Il est le seul à avoir cette preuve. S'il la détruit, sa carrière continuera, il n'aura dérangé personne, et Dreyfus mourra, mais enfin, c'est pas dramatique, il mourra dans son île. Bon. Et pendant 2 mois, il hésite. Est-ce qu'il va basculer du côté de la pression, un peu du poids de l'armée institutionnelle qui veut clore cette affaire Dreyfus au prix du déshonneur et de la mort, ou bien est-ce qu'il va se lever? C'est ça le vaccin dans la toxine. La toxine, c'était de prendre un briquet et de détruire la pièce qu'il avait trouvée dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne, et plus personne n'aurait parlé de l'affaire Dreyfus, un peu Clémenceau et c'est tout. Et au bout de 2 mois, il se dit non. Je travaille pour l'exactitude de ma fonction. Et quand je trouve une preuve d'innocence, mon devoir, c'est de le dire. Pas par pro-dreyfusisme, pas par militantisme, par exactitude professionnelle. Et si les classes en responsabilité ont toujours ce cap de l'exactitude, eh ben ça donne, quelques années plus tard, la Cour de cassation qui réhabilite Dreyfus, et pas seulement la grâce. Deuxième exemple de vaccin, Tedjen, secrétaire général de la préfecture de police, pas de police, mais enfin un peu d'Alger au début des années 60. Qu'est-ce qu'il fait, Tedjen? Il arrive alors que l'armée, à qui on a donné la mission gagner la bataille de la Casbah par tous les moyens, l'armée met tous les moyens, avec ce que ça veut dire. Et Tedjen, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, je suis fonctionnaire civil à la préfecture, je vais compter les Algériens du FLN qui rentrent dans les geôles, et je compte ceux qui sortent des geôles. C'est tout. Je compte. Eh bien, lisez ce qu'en dit Génie, qui a eu le prix Goncourt dans l'art français de la guerre, ou ce qu'en disent à nos frères blessés chez Actes Sud, là, sur le militant Yveton. Ils disent il faudrait faire une statue à Tedjen. Voilà, c'est pas une toxine, Tedjen, c'est un vaccin. Il prend pas les armes contre les militaires, il fait pas d'esbrouf, il compte. Et il dit, je publierai mes comptes. Le troisième, c'est le général von Hammerstein, qui a été superbement décrit par Hans Magnus Herzenberger, le plus grand écrivain contemporain allemand. Hammerstein, c'est pas une toxine, c'est un vaccin. C'est le grand Hobro, il dit, il est chef d'état-major de l'armée allemande en 1933. Il règne, c'est le grand seigneur. Il y a une élection, vous savez ce qu'elle donne, un chancelier qui s'appelle Hitler.
Hitler téléphone à Hammerstein et dit « Mon général, je compte sur vous, évidemment, pour diriger l'armée. » Hammerstein lui dit « Non, chancelier. » Proprement, calmement, sans esbrouf. Il ne fait pas de conférence de presse. Il dit non. Hitler prend ses gants et son chapeau et va voir Hammerstein, se déplace pour essayer de le convaincre de travailler avec lui. Hammerstein dit non, je ne travaillerai pas avec vous. Et il ne fait pas de déclaration publique, c'est simplement le vaccin contre la compromission. Et ça donne un superbe livre, Hammerstein oder der Eigensinn, Hammerstein, ou le sens à soi, qui n'accepte pas qu'on vous donne un sens imposé. Eh bien, voilà, j'aime les vaccins. Nora Laffi, un mot de conclusion sur les vaccins et les toxines avant qu'on fasse circuler des micros dans la salle. Dans la lignée, je voudrais citer Pier Paolo Pasolini, un intellectuel italien qui, dans les années 70, a écrit de très beaux textes que je vous invite à lire à la fois dans son livre et dans La Repubblica. Il a écrit « Io so », je sais ce qui se passe. Et donc, en tant qu'intellectuel, je sais ce qui se passe, je n'en ai pas les preuves, mais je dis... Et c'était au moment où la CIA était instrumentalisée des groupes de factions violentes. Et non seulement il avait raison sur ce qu'il avait écrit, sur toute cette instrumentalisation, mais en plus, les historiens du futur, aujourd'hui, on sait qu'en fait, ça allait au-delà de ce qu'il savait, et il avait vraiment, vraiment raison. Et je pense que ce « io so », je sais, est extrêmement important pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'il est impératif que chacun, à sa place, avec sa profession, doit dire ce qu'il sait et doit combattre par non ou par voilà, je partage ce que je sais. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que nos pays, comme on les appelle, les puissances occidentales ou les puissances européennes, font la guerre depuis trop longtemps dans ces régions-là. Et la guerre n'amène que la destruction des infrastructures. Quand je dis infrastructures, c'est les hôpitaux. En Libye, les mamans appellent les docteurs tunisiens pour lui conseiller comment soigner son enfant parce que les forces occidentales ont bombardé les infrastructures. Je pense qu'il faut absolument aujourd'hui interroger nos gouvernements et dire, bon, quels sont les buts de ces bombardements ? Si vous allez sur le site de l'armée française, car l'armée française est très honnête, elle met le nombre de bombes qui tombent tous les jours. Et on se demande si ces bombes-là tomberaient chez nous, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qu'on peut construire? Est-ce qu'on peut construire un monde en détruisant notre voisin? Je pense que tout le monde ici dira non, on ne peut pas bombarder son voisin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement réfléchir sur nos propres valeurs ici, dans un pays démocratique, et se battre au quotidien pour imposer la démocratie, c'est-à-dire dans chaque minute, dans chaque institution, dans les pays dits démocratiques, et ensuite réfléchir sur nos actions, et notamment les actions militaires. La France fait partie de l'OTAN. L'OTAN est une institution qui est pour la défense. Aujourd'hui, l'OTAN fait la guerre. Nous sommes en droit de demander les raisons pour lesquelles cette institution change de fonction. Car cela agit ensuite dans notre pays, dans nos villes, et c'est aussi les instruments qui construisent aussi la terreur. Et je pense que, je vais finir avec cela, je pense qu'on peut tous, chacun à son niveau, faire quelque chose pour inverser les perspectives et changer justement ces cadres qui nous font agir en notre nom contre nos valeurs. Voilà.